Je t'ai dit tout ce que je pensais de toi. Je t'ai dit que j'étais le plus grand de tous les temps quand j'ai battu Sonny Liston. Je te redis aujourd'hui que je reste le plus grand de tous les temps. Il y a presque 40 ans, une légende de la boxe allait définitivement marquer de son empreinte l'histoire du sport. Le plus grand boxeur de tous les temps, l'homme qui danse comme le papillon et pique comme l'abeille, Cassius Clay, alias Mohamed Ali, affrontait le champion du monde, George Foreman, à Kinshasa. Ce 30 octobre 1974 reste dans les mémoires comme l'un des plus grands combats du XXe siècle et on va essayer de comprendre pourquoi. Avec nous pour en parler, Jean-Philippe Lustig. Bonjour, vous êtes journaliste sportif, très grand spécialiste de la boxe et auteur de Les plus beaux combats de boxe aux éditions Michel Lafon. J'aimerais d'abord que vous nous disiez ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images. Beaucoup d'émotions et ce sont des images qui parlent énormément parce que personne n'aurait pu imaginer, et je pense qu'on va donc expliquer pourquoi, mais que Ali puisse s'imposer devant George Foreman. Il faut comprendre que dans ce contexte de l'époque, George Foreman, c'est le Mike Tyson du milieu des années 80. C'est le plus grand. C'est le plus grand, le plus effrayant, le plus terrible, qui assomme, qui atomise, qui détruit tout sur son passage et qui semble intouchable et qui est invincible puisqu'il a 40 victoires, 40 combats et seulement, je crois, 37 par KO. Donc un palmarès très impressionnant. Imbattable a priori. À ce moment-là, Mohamed Ali, lui, a traversé au contraire des moments plutôt difficiles. Il s'est donné plusieurs objectifs, celui de redevenir numéro 1. Pour cela, il s'est donné comme objectif de battre les 3 meilleurs boxeurs du moment, du plus facile au plus dur, si on peut dire, à savoir Norton, Fraser, on dit Fraser, et enfin en américain, Fraser, voilà. Sinon c'est toujours Frazier, on dit en français. Et enfin donc Foreman, et ce dernier combat est absolument crucial pour sa carrière, il a déjà battu les 2 autres. Alors oui, il a, juste au début de l'année, il a donc battu dans un match de revanche très intéressant Joe Frazier, qu'il avait battu dans un match historique 3 ans auparavant à New York. Donc il est sur une pente ascendante, il a 32 ans, Ali n'a pas le droit à l'erreur. Il décide d'aller défier la bête. Et là, il va utiliser des stratagèmes pour déstabiliser cet homme qui semble invincible et qui a une énorme cote auprès de tous les spécialistes de boxe, qui n'est pas très populaire, certes, mais qui est effrayant parce qu'il frappe, parce que il est dur, il est méchant, et même d'ailleurs son chien, il se balade toujours avec un berger, même, dit-on, le berger a peur de son maître. Non mais c'est dire l'impact, c'est la bête, George Foreman. Et ce jour-là, Ali est porté par quoi? Est-ce qu'il est porté par de la haine, par un esprit de vengeance, par une ambition dévorante? Qu'est-ce qui le rend si violent, si fort, si puissant? Ali, je pense, n'a jamais eu un sentiment de haine, comme certains boxeurs, comme un George Foreman ou comme un Mike Tyson. Ali fonctionne de façon différente. C'est un intellectuel, brillantissime, capable d'extraordinaires envolées lyriques, en improvisant au micro, en n'écrivant rien, en étant spontané, authentique. Et il va mettre au point un stratagème en disant, voilà, pour battre cet homme-là, je vais faire une super campagne de communication pour annihiler sa force, pour le faire douter. Donc je vais le ridiculiser. Et au jeu des mots, il est le plus fort, il est intouchable, il est invincible. Donc déjà, il va le déstabiliser de cette façon-là. Et puis dans une deuxième étape, il va mettre au point, sur un plan tactique, il va mettre au point justement un système pour déstabiliser la bête, sachant que George Foreman est très fort sur une période très courte. Car il est tellement puissant qu'il faut savoir que dans ses 3 matchs précédents, George Foreman a gagné en 5 rounds, en cumulant ses 3 victoires, donc en 15 minutes. Donc il va mettre au point un système pour dire il faut que je tienne, il faut que je fasse douter l'homme qui est invincible et pour cela, je vais prendre des coups. Et je vais accepter la bagarre en me protégeant et je vais épuiser George Foreman qui, au-delà d'une certaine période, d'une certaine durée dans le combat, va aller dans des territoires un peu inconnus. Et alors, le combat au Zaïre a aussi une signification très forte sur le plan symbolique et politique. On est en pleine période d'affirmation du tiers-monde et des peuples noirs. Le boxeur est extrêmement populaire chez les Africains. Il est aussi porté par une cause politique. Il arrive au Zaïre et il dit « Je suis chez moi, je suis ici chez moi ». Il est très habile pour cela. Il est d'une extraordinaire finesse et c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'a pas une grande cote. Il plaide la cause des Noirs, on le sait, ses positions sont très fermes, très courageuses en même temps, que l'Amérique blanche lui en veut. Et il va arriver en territoire ami, en arrivant en Afrique, il est chez lui. Et là, il va réussir à conquérir le cœur. Il va être le nouveau prophète. C'est la première fois d'ailleurs que l'Afrique accueille un championnat du monde des poids lourds. Événement considérable. C'est Mobutu qui met 15 millions de dollars, un peu moi je crois d'ailleurs 13 pour être précis, qui met 13 millions de dollars pour accueillir ce match. Et alors, il a su faire monter le suspense, notamment avec ces déclarations dont vous parliez. J'ai fait de la lutte avec un alligator, je me suis bagarré avec une baleine, j'ai assassiné un rocher, je suis tellement méchant que j'ai rendu la médecine malade. Ce combat, il l'a rendu historique avant même de l'avoir gagné.
Ah, mais c'est extraordinaire comment il a réussi. En 1 mois et demi, il est arrivé 1 mois et demi avant, il a fait une campagne, il s'est promené dans toute l'Afrique, au-delà du Zaïre, que donc dirige Mobutu, il va dans toute l'Afrique. Et il va comme ça faire une tournée extraordinaire, tout en s'entraînant de façon très dure, parce que c'était quelqu'un qui, au-delà de ses mots, de son aisance verbale, est également quelqu'un qui s'entraîne énormément. C'est quelqu'un qui bosse toujours très dur. Et là, il va réussir à conquérir ses cœurs avec ses déclarations en se mettant tout le monde dans la poche. Et il effraie Foreman qui, lui, n'ose pas. Et qui lui arrive le jour du combat totalement déprimé et nerveux. C'est exactement ça. Et il est tétanisé. Donc il renverse les rôles alors que Foreman est invincible. Il est invaincu. Qu'il est plus jeune, qu'il est sur une pente ascendante. Et bien il rencontre face à lui quelqu'un qui ne doute pas, mais attention, qui ne doute pas, mais qui a peur. Parce que Ali a peur. Et c'est une manière pour lui d'évacuer sa peur. Il est tellement fort psychologiquement qu'il en fait des tonnes. Il déstabilise, mais il craint. Il craint cet homme parce que il est effrayant. Et pourtant, sur le ring, il continue de le provoquer. Alors, c'est d'ailleurs ça qui va surprendre tout le monde. C'est lui qui va prendre le plus de coups au début. Voilà. Il va laisser l'adversaire s'épuiser, mais en même temps, il le provoque. Il lui dit, c'est ton meilleur coup, Georges. Voilà. Tu n'as que cela à m'offrir. T'es une fillette. Même sur le ring, il provoque. Mais Ali avait l'habitude de provoquer ses adversaires. Il leur parlait. Il pourrait encore plus les déstabiliser. Vous vous rendez compte, faites un effort. Qui est un effort terrible. Pendant 3 minutes, on boxe, on se met en garde, on prend des coups, on en donne, c'est épuisant. Et il trouve le moyen en plus de lui parler, de le provoquer. Et donc cette tactique que j'évoquais il y a quelques instants, c'était, il a observé, il a regardé toutes ces vidéos. Il sait exactement que George Foreman est un sprinter. C'est comme si on demandait à George Foreman de courir un 1500 mètres alors que c'est Bolt. Oui. Eh bien, il sera efficace sur 100 mètres, 200, voire un petit peu au-delà. Après, il va s'épuiser. C'est exactement ce qui se passe. Et justement, au cours du 8e round, Ali envoie le champion du monde au tapis. Ah oui, alors, la foule est absolument déchaînée. Lui tient sa revanche et il le fait savoir en sortant du ring. Là aussi, il provoque avec ces mots. Rampé, connard de journaliste, je le cite. Je vous avais dit que ce type n'était rien. Il avait aussi un compte à régler avec les journalistes. Oui, parce que il est critiqué. Il n'est pas apprécié. Si aujourd'hui, Mohamed Ali est une icône, une légende, qui est mise en valeur par le monde entier, quelles que soient ses origines, quel que soit son âge, on évoque Ali avec une admiration extraordinaire. Ce n'est pas le cas dans ce contexte des années 70. Il n'est pas le plus aimé. Bien au contraire. Donc cette victoire-là, que personne n'attendait, la cote, elle est largement en faveur de George Foreman. Personne n'imaginait. Comme je fais le comparatif avec Mike Tyson, qui est battu pour la première fois à Tokyo, alors qu'il était invincible. Le même effet, le même choc. Il choque le monde. Le Rumble in the Jungle, la bataille dans la jungle, a tourné en la faveur du challenger. Ali était en position de faiblesse. Il a retourné grâce donc à ses raisons la décision. C'était assez extraordinaire. Et alors, si je vous demandais de terminer la phrase, le 30 octobre 1974, c'est le jour où, que diriez-vous? Comment compléter cette phrase? Mohamed Ali a soulevé une montagne. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Lustig d'être revenu avec nous sur ce jour historique pour le monde du sport et pas seulement le monde de la boxe. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes l'auteur de Les plus beaux combats de boxe chez Michel Lafon. Merci à vous. L'info continue sur LCI.